Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce haut lieu de la vie culturelle niçoise qui est l'artistique. Bienvenue, chère Tatiana. Comme Pascal l'a fort joliment évoqué, donc je ne m'attarderai pas outre mesure sur votre parcours pour le moment. Nous allons traverser en effet ensemble une petite heure durant votre univers, de vos débuts à vos sources d'inspiration, en passant par les coulisses de votre écriture, pour s'arrêter plus longuement sur votre dernier né, La Ronde des Poupées, qui est paru aux éditions Fugue et qui vient d'obtenir, signalons-le, le 8 mars dernier, date hautement, éminemment symbolique, le prix féminin pluriel 2LES à Figeac. Bravo. Donc c'est un grand roman choral, polyphonique sur la condition féminine, qui est irrigué par le destin d'une héroïne profondément humaine, Émilienne, qui, pour avoir beaucoup vécu, mais pas suffisamment cotisé, est à 60 ans passée, agente de nettoyage dans les toilettes d'un centre d'une galerie commerciale. Elle est dame pipi, comme on dit. Et au rythme des procédures d'hygiène, Émilienne revit sa vie, son existence à la fois cabossée et insoumise, gouvernée aussi par un furieux désir de liberté. Émilienne, dont la voix intérieure se fait l'écho de celle des femmes qui viennent trouver un instant de pause dans ces sanitaires qui sont leur refuge, une zone de repli hors des injonctions de la société. Autant de portraits de femmes qui nous plongent en quelques pages dans leur histoire, leur fragilité, leur lutte. Émilienne est le fil conducteur de ce récit, donc qui raconte la vie réelle ou imaginée de celles qui viennent voir de quoi elles ont l'air face au miroir. Mais avant que nous n'évoquions ce cœur sororal profondément touchant, qui est La Ronde des Poupées, qui m'a littéralement cueillie, je voudrais qu'on approfondisse un petit peu votre parcours, puisque, outre le fait que vous soyez autrice, vous animez en français et en anglais des ateliers d'écriture auprès de publics dits en difficulté. Vous êtes cofondatrice du collectif Français le Travail et présidente de la boutique d'écriture à Montpellier, où vous vivez. Est-ce que vous pourriez développer davantage les principes fondateurs donc, de ce que je viens d'évoquer et puis leur fonctionnement également? Merci. Et le mien marche aussi de micro, vous m'entendez? Oui. Alors, bonsoir. Du coup, je vais aller parler directement des ateliers d'écriture, oui. C'est important parce que là, par exemple, comme on est placé, je suis un peu en hauteur, comme sont les auteurs, comme si l'écriture, c'était moi qui en étais spécialiste. L'atelier d'écriture, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui sont déjà allés faire un atelier d'écriture? Non? La dame oui, un peu. Acquiesce au oui. Deuxième rang. Il y en a peut-être à la bibliothèque qui sont proposés, j'imagine, je ne sais pas. Il y en a, ouais. Un atelier d'écriture, c'est un endroit où on vient se réunir et on vous fait, à tout le monde, une proposition d'écriture. Je donne un exemple pour que vous imaginiez. Est-ce que chacun parmi vous peut choisir un objet? Vous avez un objet en tête? Vous pouvez m'en dire à voix haute? Les quoi? Une montre. Une montre. Quoi d'autre? Un micro, une table. Ok. La proposition, ça serait: j'ai refait ma naissance, j'exerce le métier de montre, de table, de micro. Vous êtes réincarné dans l'objet. Vous allez parler du point de vue de l'objet et vous racontez votre journée. Est-ce que vous êtes une jolie montre, une montre chère, une montre d'occasion? Sur quel poignet vous avez traîné, etc. Et donc, ces ateliers sont un dispositif qui montre que tout le monde, absolument tout le monde, mais je fais des ateliers, vous avez insisté sur le dit en difficulté, c'est comme ça qu'on désigne les gens précaires, socialement fragiles ou en prison, en insertion, les gens nouvellement arrivés en France. Tout le monde peut s'emparer de la langue, elle nous est commune. Autant on est, par exemple l'éducation musicale, on ne sait pas tous écrire la musique, ou dessiner, mais on parle tous. Et donc c'est important pour moi aussi bien de faire entendre des voix que j'imagine. En fait, je n'ai pas l'impression que je les imagine, j'ai l'impression qu'elles existent toutes, mais aussi bien que de permettre à tout le monde d'avoir un endroit où faire entendre sa propre voix, pas au sens témoignage, mais sa propre force créative.
C'est une longue réponse pour la question, non? C'est parfait, Tatiana. J'étais curieuse de savoir aussi à propos d'écriture, en ce qui vous concerne, quel avait été l'élément déclencheur. Est-ce que ça a été une envie d'engagement social en tant qu'adulte par ce prisme-là, ou un besoin, une envie irrépressible qui vous habitait depuis l'enfance? Oui, alors c'était quand j'étais petite, j'écrivais des choses à partir d'assez petite. Mais pour le coup, à un moment, j'étais dans un lycée, à ma demande, je suis allée dans un lycée parisien assez élitiste, de ces lycées qui font aussi des prépas. Voilà, et ça m'a complètement cassée parce que c'est des lycées durs. Et donc, ça m'a bloqué toute mon écriture. Donc, je suis moi-même allée suivre des ateliers d'écriture qui ont défait ce blocage. Voilà. Donc, c'est à la fois un désir de petite fille et à la fois le fait d'être en collectif, écrire ensemble, qui a permis ça, qu'on retrouve dans le choral du roman. Mais est-ce que votre formation en psychologie vis-à-vis de cela a été un outil ou un frein, ou est-ce que ça peut éventuellement nourrir le propos? On me dit souvent psychologie, ça peut être un frein. Imaginez un roman psychologique. C'est pas... Voilà. Un peu clinique. Oui, voilà. Par contre, la littérature et la psychologie s'intéressent à l'intériorité, quoi, à des gens ou des personnages, des personnes. Donc il y a du commun. Mais c'est plus le même intérêt qui fait aller vers la psychologie et vers l'écriture. Alors, je voulais qu'on parle, avant d'évoquer La Ronde des poupées, de ce merveilleux livre, donc, qui a à lui seul, parce que vous avez fait une entrée quand même remarquée, fracassante, c'est le moins qu'on puisse dire, en littérature, avec L'attente du soir, qui à lui seul donc, a reçu pas moins de 6 prix, parmi lesquels le prix Emmanuel Robles en 2009 et Alain Fournier en 2010. Tout d'abord, quelle a été la genèse de L'attente du soir ? Alors, justement, j'étais en atelier. Pour donner un exemple des ateliers, je suivais un atelier. Dans L'attente du soir, il y a 3 personnages. Oui. Ça se passe dans... On va en lire un extrait tout à l'heure. Ah oui. Ça se passe notamment dans un cirque. Et il y a 3 personnages qui vont parler à tour de rôle. Chapitre 1, le A, B, C. Chapitre 2, ainsi de suite. Et il y a un vieux directeur de cirque. Il y a une femme un petit peu éteinte en bord de Giacomo, une femme en bord de scène, et il y a un môme qui est nommé le môme, qui se nomme le môme, qui est un enfant sauvage. Et bien, pour donner l'exemple, je suivais un atelier, on m'a donné 2 propositions d'écriture. Oui. Une mère et sa fille se disputent, et au-delà, c'était l'inconnu. C'est un peu ennuyeux, une mère et sa fille se disputent à faire un texte. Et j'ai coupé les 2 en 2 et ça fait une mère, c'était l'inconnu. Et juste comme ça, comme si le personnage attendait, comme si les personnages nous attendaient tous juste sous la surface de l'eau, eh bien, est venu comme ça un texte tout fait dans ma tête, comme si on captait un petit peu un monologue, une voix à la radio, qui figure telle quelle dans le livre. Donc je ne peux pas dire une inspiration du genre j'ai construit, j'ai beaucoup réfléchi à comment j'allais faire, et c'est souvent ce que disent les gens quand ils écrivent en atelier, je ne sais pas d'où c'est sorti ce texte, disent-ils. Voilà. C'est d'autant plus sidérant, stupéfiant, que je ne sais pas si parmi vous, certaines ont eu accès à cet ouvrage, l'ont lu, mais on est vraiment immédiatement frappé par une chose, c'est la façon dont vous déployez l'intériorité de chacun de ces 3 personnages. Donc Giacomo, qui devient un dresseur de caniches dans ce cirque. Alors je précise que ça se passe dans les années 20, parce que ça aurait plus court évidemment aujourd'hui, de moins en moins. Oui, on le précise, on recontextualise. Une femme on ne peut plus terne, qu'on appelle Mademoiselle B, et puis un enfant pour le moins sauvage, en effet, qu'on appelle tout simplement le môme. 3 êtres que rien ne semble lier au départ, si ce n'est leur sensibilité très singulière au monde qui les entoure. Et votre écriture, parce qu'on parle du fond, mais la forme, c'est quand même extrêmement important aussi. Votre écriture intense parvient à déplier dans toute son amplitude la palette des émotions et des sensations des êtres humains, en étant parfois associés aux couleurs. Et vous y convoquez des images qui se chargent des odeurs de chaque lieu traversé, à partir du moment où Giacomo emmène sa troupe de circassiens sur la route de Grasse. Alors, il y a une couleur locale liée à ce livre. J'aimerais d'ailleurs, pour en saisir la pleine mesure, pour que vous en imprégniez bien, que Tatiana vous lise un extrait, justement. Mais dites, j'ai imaginé, je ne suis pas allée à Grasse, donc si ça ne va pas du tout, il ne faut pas m'en vouloir. Ce n'est pas du documentaire, c'est tel qu'on imagine. C'est comme pour le cirque, je n'ai pas fait de trapèze, par exemple.
Vous êtes jeté sans filet. Absolument, oui. Alors, nous partîmes par un matin mauve et mouillé pour faire route vers le sud, avec pour destination Grasse, dont Ismaëla voulait ramener toutes les concrètes de parfum qu'elle trouverait. Nous dormîmes en bordure de départementale, seulement dérangés vers 3 heures du matin par une bataille acharnée entre 2 chats sauvages, qui devaient probablement se partager les restes de notre repas du soir. Nous arrivâmes à Grasse le lendemain après-midi. Ce fut Ismaëla qui s'en rendit compte la première, à plus de 100 km de distance. Le nez à sa fenêtre, elle assurait que la qualité de l'air avait changé. Elle ne sentait pas de parfum de fleurs, pas encore, mais elle le trouvait plus léger et plus accueillant. Elle le sentait ouvrir ses bras. Enveloppés des derniers souffles du printemps, nous nous installâmes en périphérie, comme toujours, à une place si peu enviable que personne n'aurait l'idée de nous en déloger. Mais à Grasse, même ce terrain vague, hérissé d'herbes sauvages, dégageait un parfum de jardin exotique. Et Grasse nous fut, oui, accueillante, et ses pétales de rose s'ouvrirent à nous pour nous rouler de parfums entêtants. C'est un peu ivre que nous exécutions nos tours, Ismaëla et moi, ivre des couronnes de jasmin que les femmes portaient dans leurs cheveux, ivre des bouquets de lys que nous offraient les fils des cueilleurs en guise de paiement des représentations. Et de fait, les spectacles prenaient un tour unique, dans les vapeurs de tubéreuses et les cires de fleurs d'oranger dont s'enduisait Ismaëla, avant d'en répandre des vagues dans les airs, alors qu'elle virevoltait, enlacée à son trapèze poli par la sueur de ses mains parfumées. Les caniches eux-mêmes titubaient en fin de soirée, saoulés d'odeurs nouvelles, couverts des pétales de rose que nous répandions sur la piste, en hommage à cette ville qui nous serrait contre son giron parfumé et qui, par le chant des fleurs, nous faisait oublier jusqu'à l'envie de reprendre la route. Merci. Alors, qu'est-ce que, là, la dimension olfactive ou la grassoise, vous décrivez ça magnifiquement, mais comme si vous y aviez vraiment, réellement été, Tatiana. Mais qu'est-ce qui vous a intéressé dans le fait de donner une telle dimension sensorielle, organique et olfactive à votre récit? Que représente ce sens en particulier du point de vue des émotions? Bon, pour moi et pour tout le monde, le sens olfactif, effectivement, c'est un vecteur. Même quand on est, par exemple, des troubles avancés de la mémoire, l'odorat fait revenir. Enfin, l'odorat nous amène immédiatement aux émotions de l'enfance. Quand on fait écrire les gens sur l'odorat, le souvenir, l'odeur de mon enfance, il y a tout de suite quelque chose. Ensuite, je pense ça pour moi-même, mais là, c'est pareil, c'est Giacomo, le directeur, je cours derrière, qui, d'un seul coup, s'est mis à faire ça, à s'intéresser au parfum. Je ne sais pas pourquoi, Grasse. Mais l'intérêt, c'est que après, il va se mettre à composer des symphonies de parfums pour les représentations de cirque. C'est-à-dire, vous arrivez au cirque et on vous envoie des volutes de ceci ou de cela qui mettent les gens dans des états émotionnels avancés. Ce qui est important, fort, pas avancé. Ce qui est important, en tout cas pour moi, c'est la question de l'incarnation, et c'est dans d'autres romans, c'est-à-dire la joie qu'on peut avoir d'être au monde, elle passe par les sens, voilà. Et moi, je suis pas très sensible au visuel, même si le môme il fait des couleurs, mais à l'odeur, si, et à la nourriture aussi. Ils ont d'autres, ces personnages qui redécouvrent la vie en mangeant autre chose que des biscottes sans sel. Et à contrario, il y a quelqu'un qui, pour le coup, est complètement, quasiment désincarné, qui est un personnage que Giacomo perçoit et décrit comme une dame crayeuse qui fait grise mine au propre comme au figuré. Et je pense évidemment à Mademoiselle B, à propos de laquelle je vais vous demander également, puisque vous me l'aviez proposé, de lire un extrait, parce que justement, ça va nous amener à la suite. Du coup, c'est l'extrait. On a dit ça, je lis le début, je sais plus, ou choisi. Oui, Mademoiselle B. Je vais lire le début, c'est le plus simple. Si vous aviez le livre entre les mains, vous commenceriez par le début. Un extrait long comment? Pas trop.
juste suffisamment significatif pour donner à entrevoir qui est cette mademoiselle B. On dit que pour donner l'impression à quelqu'un qu'on le regarde dans les yeux, il faut fixer le poing juste entre les sourcils. Le plus souvent, personne ne fait ça. En parlant à quelqu'un, les yeux fixent alternativement l'œil droit et l'œil gauche de l'interlocuteur. Je trouve d'ailleurs que ça donne un côté très vivant, très animé à la conversation. Tout ça n'est pas parce que le salon était gris et brun, n'est pas parce que les choses y avaient toujours la même place fanée, imbibée de Sirens près ou d'antimite. Je vis aujourd'hui dans une pièce qui ressemble à peu de choses près au salon de mes parents. J'ai vu d'autres intérieurs dans des magazines, je sais que ça existe, ça ne me concerne pas. Il y a chez moi quelques objets qui marquent les années nouvelles, une télévision en couleur, un téléphone à touche et un interphone muet dans l'entrée. Ce ne sont pas les choses m'importent peu, c'est l'absence de regard. Je ne peux pas prétendre que j'en souffre. De manière générale, je ne souffre pas. C'est juste que j'ai dû mettre des années à comprendre ce qui clochait chez moi, je veux dire chez eux, dans la maison de mes parents, pas chez moi où je me contente aujourd'hui d'abriter mon corps des intempéries, de la nuit, des conversations d'amis ou d'amoureux. Chez mes parents, donc, mes premiers souvenirs sont des souvenirs sans regard. C'est assez difficile à expliquer, car ce qui manque, on ne le voit pas tout de suite. Je ne m'en rendais pas compte petite de ce manque-là, du fait qu'on regarde les gens dans les yeux. Je ne peux pas le faire sentir avec des mots. Il faudrait des photos, un film où l'on verrait 3 personnages qui, bien qu'assis à une même table, regardent le sol, les objets, leurs pieds, droit devant eux. Avec des mots, je peux juste raconter. C'est peu pour faire comprendre l'absence qui m'engloutissait en lieu et place du regard qui fait vivre. Mais en quoi, alors là, on l'a bien compris, bon, mademoiselle B, ce qui est prégnant, c'est cette absence de regard. Et en quoi cette femme qui, à force de ne pas être regardée par ses parents, a fini par se conformer, en quelque sorte, à cette transparence, à s'invisibiliser elle-même. En quoi est-elle liée à celle que vous évoquez dans la ronde des poupées, à ces 12 poupées qui vont entrer en scène dans ce récit choral ? C'est difficile, c'est penser après coup. Je ne peux pas dire « Ah, j'ai prévu un lien », mais en relisant, on voit qu'on a toujours des obsessions. Par exemple, la façon dont elle vit, ses parents ressemblent un peu à ceux d'Émilienne. Il y a quelque chose qui insiste dans le... Qu'est-ce que c'est en l'occurrence, absence de regard, mais absence je reviens à la joie, absence de joie au foyer. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a si peu reçu que, du coup, on est comme si on n'avait pas de sang, quasiment, il n'y a pas eu de transfusion de sang. Voilà. Et pour moi, elle est un peu liée parce qu'on a des femmes dans les poupées qu'on va entendre après, peut-être, des femmes quand même assez hautes en couleur, d'une façon ou d'une autre, toutes. Et elle, ça serait un peu comme leur négatif qui est resté à côté et qu'on n'a pas entendu. Puis il y a une histoire d'accouchement sous X aussi. Et il y a une histoire... Ah oui, j'avais même pas vu. Ah bah, j'ai des obsessions. Il y a une histoire d'accouchement, en tout cas d'enfants dont on ne s'occupe pas. Oui, absolument. Oui. Ouais. Et alors, bon, justement, venons-y maintenant, entrons dans la ronde, c'est le moment, on vous invite à nous y rejoindre pour bien préciser les contours de cette ronde. Et tout d'abord, pour qu'on se représente bien, parce que ça, c'est quand même un élément crucial, l'univers dans lequel gravite Émilienne, je voudrais à mon tour vous en faire une lecture, et ça va être même les premières lignes du récit. Alors, soyez attentifs parce que c'est vraiment important pour ce qui va suivre. 46-38 dièse. Le boîtier clignote, piaille son contentement. La porte frémit d'aise et accepte mon passage. Je la referme scrupuleusement. C'est qu'on est très tatillon parmi mes supérieurs sur la circulation de possibles intrus. Il n'y a pourtant pas grand-chose de passionnant derrière le battant. Le couloir gris, long, les murs parcourus de tuyaux mystérieux. Tout là-haut, une balustrade en fer et des néons régulièrement disséminés. Comme chaque matin, je règle ma marche. D'ici à l'embranchement, cela fera 24 pas. Moins quand je suis en retard, que j'accélère et que je perds mon rythme. C'est dommage de se presser si tôt. De se violenter d'un temps extérieur qui fait battre le cœur, tournoyer les idées et lâcher le fil. La tension infusera alors la journée entière. J'allonge aujourd'hui une jambe après l'autre, un pied après l'autre, lentement, en espérant le geste beau, même s'il n'y a personne, c'est pour moi. Tourner à droite, souplement, nouveau couloir, plus bref,
stresse pas. Nouveau boîtier, nouveau code. Je prends soin de n'en jamais perdre la liste qui change tous les mois. Vestiaire. Je suis en coulisses et j'imagine la grande scène de l'autre côté. La galerie est encore endormie. Les allées de l'hyper sont vides. Les lumières ne sont pas allumées, seulement les veilleuses de sécurité. Il y a quelque chose de très reposant dans cette rêve de la consommation. Personne. Aucun mouvement. Les haut-parleurs sont silencieux. Les publicités viendront plus tard. Les choses existent discrètement. Dans un halo d'humilité. On est encore avec soi. Mon casier, code, ma blouse. 3e jour de la semaine, elle est encore bien repassée. J'essaye de maintenir l'impeccable autour de moi. Les gestes, les vêtements, les respirations, la voix, le style. Cela n'a en fait aucune importance. C'est du théâtre. Mais c'est une discipline qui porte le refus de la complaisance ou de toute forme de laisser aller. Une note dans mon casier. Suite au changement de procédure dans le nettoyage des sols, les employés sont dorénavant priés d'utiliser le prédétergent 32F en lieu et place du 21B et de le laisser agir 45 secondes avant la pause du « pourquoi pas ?» du théâtre aussi. Pour de faux. Un jeu. Douleur au genou droit. M'étirer. Respirer. Il y a bien longtemps que mon corps a perdu son bienheureux mutisme. Il a tous les jours mal quelque part. Les zones touchées se multiplient. Plus que les rides, ce sont les soupirs de mes os et de mes organes qui me signalent le passage des années. Ce travail n'arrange rien. Alors, entre ce protocole millimétré, auquel Emilienne, qui plus est noté par les clientes, puisque là, donc, nous sommes dans un espace dédié aux femmes, donc ce protocole millimétré, comme vous l'avez entendu, auquel elle s'astreint, et le quotidien très morne qu'elle a vécu avec ses parents, cette vie déjà aseptisée dès l'enfance, il y a quelque chose d'assez insoutenable dans le côté figé et répétitif, et donc un parallèle évident. Que je n'avais pas fait. Oui. Alors, absolument. Pour là, ces procédures, bien sûr, Emilienne va faire autre chose. On ne va pas l'entendre faire le ménage pendant tout le livre, effectivement, mais il y a sa journée de travail. En l'occurrence, vous voyez, dans les toilettes des galeries commerciales, nous-mêmes pouvons appuyer sur le petit bidule pour dire si c'est propre ou pas. Bon. Et ça, c'est des choses d'évaluation. C'est notre passion d'évaluation de civilisation, là, actuelle, depuis quelques dizaines d'années au moins, de procédures, voilà. Effectivement, c'est la même chose que dans le salon de ses parents, qui sont des commerçants qui étaient un peu malheureux, voilà. Des mulots. Elle les appelle des mulots, des petites bêtes qui ont peur de tout le monde. Et puis là, c'était aussi pour parler de parce que ça m'intéresse dans le monde du travail, de cette mise en procédure permanente, et aussi des lieux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un numéro de Télérama il y a des années qui s'appelait la France moche. Ça vous dit quelque chose? Il y avait des images incroyables de tout ce qui est les zones commerciales, les zones, voilà, les ronds-points de fait, hein, mais c'était il y a moins de 10-15 ans. Ouais. Et qu'est-ce que c'est de travailler dans un endroit qui n'est pas animé et où toutes les plantes sont artificielles? Oui, mais ce qui est quand même réjouissant dans le cas d'Emilienne, c'est que, nonobstant tout ce qu'on vient de dire, cette vie un peu répétitive et morne, elle a quand même cette phrase que moi j'ai trouvée magnifique. Elle dit « Les échecs ouvrent toutes grandes des portes inattendues ». Et c'est vrai qu'Emilienne, depuis l'enfance, pour le plus grand étonnement d'ailleurs de sa famille, qui se pose pas mal de questions quant à sa provenance, même entre guillemets, elle ne manque pas de ressort. Mais qui est Emilienne alors dans le fond? Je ne sais pas. C'est en tout cas quelqu'un qui vient pour moi comme un modèle, comme quelqu'un d'existant. C'est un peu comme une pensée magique, mais en tout cas, je me suis rien demandé, mais en écrivant, je me suis dit qu'est-ce que c'est quelqu'un qui se relève de tout, qui a vécu des choses très difficiles, mais qui porte une vitalité absolument admirable et sur laquelle on peut s'appuyer. Mais je ne sais pas qui c'est. Elle est très mystérieuse. On ne sait pas vraiment ce qu'elle pense. Oui, parce que c'est vrai que, comme vous le découvrirez quand vous irez plus avant dans cette lecture, elle va jusqu'à faire l'expérience de la rue, découvrir les codes, s'adapter en tant que femme, ce qui est beaucoup plus compliqué.
De la même façon que, d'ailleurs, lorsqu'elles sont dans l'alcoolisme, elles se rendent compte à quel point c'est une chose absolument impardonnable pour une femme. Oui, une femme ne doit pas être saoule. Elle est vulgaire et elle dit mais je m'en fiche. Elle n'est pas meilleure, pas meilleure. Cette question de la beauté, de la pureté féminine, Émilienne s'insurge sur le fait, ça interdit d'être laide ou méchante ou pareil en fait. Mais c'est vrai que, comme vous l'écrivez, elle a ce flux, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, elle a en elle ce flux, j'ai bien beaucoup aimé cette formulation, ce flux torrentiel d'énergie physique et émotionnelle. Et puis on va découvrir ensuite donc différentes poupées, entre guillemets, à commencer par Estelle. Alors Estelle, c'est une petite fille. Bon, on va pas faire toutes les énumérer parce qu'elles sont 12, donc voilà, on va faire quelques arrêts sur image comme ça. Estelle, c'est une petite fille qui a été, on peut le dire, chosifiée par sa maman, qui l'oblige à participer à des concours de beauté et qui la coupe, ce faisant, de la vie trépidante des enfants de son âge, parce qu'elle, elle n'a qu'une envie, c'est de se rouler dans la piscine à balles, de salir ses beaux vêtements, enfin, tout simplement d'être une petite fille de son âge qui remuant, pleine de vie, pleine de ce flux torrentiel d'énergie, à l'instar d'Émilienne. Et donc, on peut s'empêcher de penser au minimis. Ben oui, parce que en fait, je ne sais pas trop si en France on a ça, mais je pense qu'il y en a des concours de beauté pour les enfants. Il y en a. Ah oui, oh là, vous avez l'air atterré, oui. Il y en a, d'accord. Je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas pris ça comme le reste des États-Unis. Enfin, c'est peut-être moins, il y en a peut-être moins, mais ouais, il y en a. Je crois qu'il y a une réforme en 2013 du Sénat à ce sujet, en vertu de laquelle le gouvernement français a décidé d'interdire les concours de beauté pour les enfants de moins de 16 ans pour lutter contre le phénomène d'hypersexualisation des petites filles. Mais en creux, quand même, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est ce que cela dit aussi de la maman, ce que Estelle perçoit confusément, que sa maman va mal. La maman qui vit par procuration, qui fait concourir sa fille, mais aussi c'est la question de les femmes, comment on intériorise ces normes-là. Parce qu'on peut dire, on s'est comporté de façon sexiste avec moi. Mais comment moi, les rédactions, les magazines de mode, où vous avez des articles féministes expliquant qu'il faut absolument... Et après, vous avez des pubs avec effectivement des filles à moitié nues, très jeunes, pour des choses très chères, où on s'en sort pas, on reste, nous, à se confirmer dans des concours de je ne sais pas de quoi, c'est pas de la beauté, en fait, c'est de la désirabilité. Voilà. La mère a intériorisé ça. La petite doit être prestigieusement belle. Et donc, elle fait tout, elle la coiffe, elle fait, etc., pour y trouver une reconnaissance narcissique pour elle. Ouais. Oui, par procuration. Et donc, elle ne va pas bien, en réalité, non plus, cette maman. Et ça, la petite fille le ressent, le perçoit. Et puis, il y a d'autres poupées, telles que Nejma, qui est anorexique, qui se fait vomir pour ne pas ressembler aux femmes de sa famille, et qui, tout comme Aloïse qui, de son côté, en revanche, est en surpoids, interroge notre rapport au corps, aux injections sociétales. C'est cela que vous aviez envie de faire ressortir. Oui, en fait, c'est pas... C'est il me semble, je ne sais pas, qu'on ramène plus facilement la femme au corps, qui doit soit ressembler à ceci, soit qui est trop... Bon, il y a la question, effectivement, de la durée de fécondité, qui est une différence, mais enfin, les deux sexes ont un corps. Et effectivement, pour toutes, le corps et l'image... Alors, il y a aussi des hommes qui sont acculés à l'image, et notamment les hommes d'image, les comédiens, les danseurs, chez qui on trouve aussi de l'anorexie ou de la boulimie. Mais globalement, pour l'instant, le cliché, l'injonction, elle est plus vers l'image pour nous, et peut-être vers la force et je sais pas quoi, l'argent, la carrière. C'est d'autres injonctions pour les hommes. Hein. C'était pas le sujet là. Voilà. Et toutes ces femmes, en fait, au début, quand j'ai préparé le livre, je cherchais un endroit. Je voulais parler de problématiques différentes pour toutes ces femmes. Tout le monde ne peut pas avoir j'ai les problématiques qui ne pouvaient pas être chez la même personne. On ne peut pas à la fois avoir eu des enfants et ne pas en vouloir ou ne pas pouvoir en avoir. Ou voilà. Et donc, je me suis dit qu'il y aurait une galerie de femmes
Et un point d'accroche facile, c'était le passage aux toilettes, d'abord parce qu'il y a cette toilette féminine, et aussi parce qu'il y a un miroir, et que tout commence un peu quand voilà, vous sortez des toilettes, et en se voyant, par dire quelque chose comme mais de quoi j'ai l'air, de quoi tu as l'air, selon la façon dont elle se parle, chose j'ai l'impression par construction sociale, c'est pas intrinsèquement féminin, mais on a tendance un peu plus, mesdames, en voyant dans le miroir, détailler de haut en bas tout ce qui ne va pas. Voilà. Ça me semble, un peu, enfin, en tout cas pour l'instant, un peu moins répandu chez ces messieurs par construction sociale. Donc elle s'interroge, donc il y en a une qui se trouve, ou qui est trop grosse, trop ci, trop ça, trop... Qu'est-ce qu'on peut avoir comme défaut, voilà. Mais il n'y en a qu'une qui finalement ne se voit plus dans ce miroir, c'est Émilienne, justement. Quand elle se regarde, elle ne voit pas forcément son unique reflet. Oui, ça c'est un truc au quoi on aimerait bien arriver. Émilienne s'en fiche un peu, elle regarde juste l'énergie de son regard ou de son sourire, mais elle ne fait pas la liste de ses défauts. Ouais. Elle dit c'est peut-être moi, peut-être pas. Dans d'autres toilettes, d'autres galeries s'agitent d'autres employés dans la même tenue. Nous émanons d'un ailleurs qui nous lie et les particularités individuelles n'y changent rien. Nos corps canalisent simplement les flux, les échanges, les amours que nous avons vécus, les vins que nous avons bu, les livres que nous avons lus. Ils sont les échos de nos parents et des gestes de nos amis. Ils ne sont jamais seulement eux-mêmes, clos comme les plantes, à chaque instant que nous respirons, les flux. Ce n'est pas moi, pas Émilienne, qui ai quitté la maison de mes parents. J'ai glissé dans le flux de survie qui me poussait dehors et j'ai jailli au monde, loin de leur triste salon et de leurs jours rechignés. Donc ce miroir cristallise énormément de choses, mais il y en a aussi qui s'en dissocient. Et là, évidemment, je pense à Ekaterina. Alors, est-ce que vous pourriez d'abord nous parler d'elle? Qui est Ekaterina? Alors, la question dans la galerie commerciale, c'est qui y passe et pourquoi. Il y a des gens qui vont faire leurs courses, il y a une serveuse qui travaille du genre, pas Buffalo Grill, mais un truc comme ça. Là, il y a des travailleuses, il y a la petite fille, Estelle avec sa mère, et il y a Ekaterina qui est une prostituée, qui est employée, oui, je veux dire employée, c'est trafic, mais qui est prostituée de luxe. C'est-à-dire... du genre des femmes triées sur le volet, recrutées, on regarde leurs dents, elle dit comme aux chevaux, quoi, et envoyées par service un peu premium sur rendez-vous, presque une espèce d'application. Quand j'ai écrit, il y avait moins d'applications, mais pour rencontrer ses clients dans l'hôtel qui est pas très loin. Et là, elle a un petit temps avant un rendez-vous. Voilà. Et justement, elle bien profite ce temps alors donc elle vient se réfugier, hein, c'est le terme, aux toilettes femmes pour comprendre au miroir ce qu'il a dénoncé dans les regards masculins. Et elle va jusqu'à disséquer, passer un petit peu comme ça au scalpel, littéralement, certains attributs féminins. Oui, parce qu'elle est juste avant, il y a du genre un monsieur qui lui a dit vous prenez combien ou quelque chose comme ça, qui a donc deviné deviné peut-être pas forcément. Ça arrive à plein de femmes qui ne sont pas des prostituées qu'on leur dise je sais pas quoi dans voiture qu'on klaxonne, voilà. Mais elle, en l'occurrence, elle se demande pourquoi on a vu que c'était une prostituée, oui. Et là, elle s'observe en tant que spectatrice. Alors, elle dit je suis venue me réfugier ici, toilette femme aux abris, comprendre au miroir ce qui m'a dénoncé. Les pommettes hautes, certainement, on en fait peu ici. Les cheveux très blonds, sans tricher, la française moyenne et châtain. Les vêtements trop habillés pour une fin de matinée et les chaussures, à l'évidence. Comme pour mon visage, je ne saisis pas ce que les hommes voient, ce qui les trouble dans les talons aiguilles, ce qui se reflète alors et toujours dans leurs yeux hypnotisés. Mais comme il vous plaira, messieurs, l'esthétique ne suffit pas à expliquer. Les escarpins, certes, galbent le mollet, allongent la jambe, pour autant il n'y a aucune raison, reproductive, j'entends, biologique, qui leur ferait choisir une partenaire aux jambes étirées. Il doit s'agir plutôt de la conséquence. En talons hauts, je ne peux pas courir, je ne peux pas m'enfuir. En talons hauts, je suis une proie avec laquelle les animaux peuvent jouer. Coupées de la terre comme les Chinoises aux pieds bandés, qui, oscillant sur leurs talons, ont perdu la marche, sautillent comme elles peuvent pour complaire aux demandes de l'homme, aux rêves de l'empereur qui cherchait sa dulcinée, comme nous avons ici le même mythe, notre Cendrillon aux pieds si petits qu'ils ne peuvent pas exister. En talons hauts, en gaine et en corset. Le désir masculin exige un corps contraint, comprimé, une poupée durcie toute dévolue à son plaisir de la tordre, de la casser.
Une poupée sans odeur, sans animalité, bien lisse, dont on traque le moindre poil avec acharnement. Cela me désole d'en être venu à intérioriser ces critères qui me sont étrangers. Quand je vois des poils sur les jambes des femmes, je pense à des louves. Je grimace et je juge, mon œil vieillit, c'est dévoyé. C'est violent, c'est cru, mais c'est... Mais nos yeux se sont dévoyés, non? Moi, je ne sais plus où, je crois que ce n'était pas en France, peut-être un pays au Danemark, il y avait une campagne de pub pour les maillots de bain et c'était des femmes normales, habituelles, pas du 36 ou je ne sais même pas quelle taille, et plus, alors soit vieilles, soit grosses, soit ce que vous voulez. Et moi-même, je me dis, dis donc, ils auraient pu mettre un mannequin, mais qu'est-ce que... je joue contre mon camp, en fait, voilà. Et puis Ekaterina, ce qu'elle fait aussi, c'est que quand elle est avec un de ces messieurs, elle recourt pour survivre moralement. Là, donc, je ne vais pas forcément lire un nouvel extrait parce que ça va être un petit peu long, mais elle pratique le mécanisme de la dissociation, et ça, j'aimerais que vous nous en parliez, nous expliquiez un petit peu ce dont il s'agit. C'est une prostituée à qui on a pris son passeport, c'est du trafic, hein, c'est pas du... Enfin, je n'ai pas d'avis sur les femmes qui disent voilà, j'exerce mon métier en étant ma patronne, et ça, c'est pas le cas, là, c'est quelqu'un... Voilà, qui n'a pas de papier sinon et qui va a priori pouvoir être mise à l'abri par une association d'aide, c'est pas aux réfugiés, mais bon, de réinsertion. Et bien donc c'est une sorte il y a une forme de, enfin pas une sorte, c'est de viol quoi. Et du coup elle se dissocie, c'est-à-dire elle fait une sorte de relaxation comme on peut faire pour s'endormir, mais pour éteindre son corps. Donc en commençant par les pieds et ne plus rien sentir. Voilà, comme on peut faire dans toutes les situations traumatiques, en fait, ne plus, comme on fait tous par réflexe, ne plus être là. Elle s'éteint petit à petit. Elle est là sans être là. Et puis, vous abordez moult thèmes par le truchement, le prisme de ces 12 poupées, hein, y compris celui par le prisme de Juliette, de l'emprise, des violences psychologiques. J'avais envie de vous demander un petit peu, pour rebondir par rapport à l'actualité, puisque il n'y a pas si longtemps, il y a eu cette journée du 8 mars des droits de la femme. Et puis, il y a eu aussi, suite à la publication le 25 janvier 2026 du nouveau rapport du Conseil à l'égalité portant sur l'état des lieux du sexisme en France. Pour la première fois, le Conseil consacre une partie de son rapport au masculinisme. Comment est-ce que vous analysez, vous, cette évolution des choses? J'analyse rien du tout, parce que moi, j'écris des livres. Je rentre dans un personnage il se passe... il lui arrive ceci, en tout cas, le but, par exemple, pour Juliette, qui est avec un homme, en effet, qu'il y a une emprise. Comment dire, c'est pas un homme qui lui tape dessus, c'est un homme il la pousse éventuellement. Je n'excuse pas ça, je veux dire que c'est des choses beaucoup plus répandues que C'était l'idée de nous concerner un peu toutes et de pouvoir être dans Juliette pour, si quelque chose nous arrive comme ça, nous permettre à nous de repérer les signaux. Je le dis, le dehors, on peut pas... Comment on lutte, c'est long, mais déjà, soit d'avoir à l'intérieur le moment de dire ce qui n'est pas supportable, c'est très difficile. Voilà. Les signes annonciateurs. Oui, et puis la confiance en soi qui permet de dire personne ne mérite d'être traité comme ça. Donc moi je peux pas, j'ai pas de compétences pour analyser. Par contre, la journaliste le pourrait, mais moi je n'ai pas les outils théoriques. Là, je rentre dans la sensibilité, l'expression d'une jeune femme ou d'une autre ou d'un homme. En fait, au départ, il y avait dans ce livre, il manque un tiers du livre. Il y avait des hommes aussi qui s'exprimaient. Pour chacune, un homme ou quelqu'un qui était autour de cette femme. Ça pouvait être, il y en a une qui est lesbienne, donc c'était sa compagne, ou un père, ou un voilà. Et qui me paraissait donner la voix à tout le monde, mais l'éditrice m'a dit, elle a sans doute raison, d'un côté ça nous sort des femmes, mais d'un autre côté ça nous sort des femmes. Donc on a supprimé ça et resserré le livre. Donc je veux dire, moi l'écrivain va... il me semble que l'intérêt c'est d'aller un peu comme le comédien qui va prendre un rôle, on va dans le corps et dans la voix de quelqu'un, mais sans être capable, sauf à faire un peu de bref de comptoir, de faire une analyse plus poussée que ça. En tout cas, il est sûr qu'il y a de plus en plus de livres, de films, et ça, c'est une bonne chose. Et pour en revenir quand même à ce miroir un petit instant, il y a quand même aussi cette réconciliation avec son image et aussi avec les autres femmes, qui là, c'est très positif, qui s'amorce avec Raphaël, qui est celle qui sculpte les corps.
Et ce propos, je voulais en lire un petit passage. Pendant que vous cherchez, Raphaël, elle va peut-être le dire, je vais peut-être paraphraser, je vous laisse lire d'abord. Mon corps, toujours au miroir, je n'ai pu m'empêcher de le détailler à son tour. Il a ses propres défauts. Il est un peu rond, les hanches trop fortes par rapport aux épaules. Je le vois, et pourtant ce n'est pas grave. Seule la mort l'est, et il n'est pas encore temps. L'âge m'a fait du bien. Il y a quelque chose d'une intensité de souffrance qui s'est apaisée avec les années. Je ne suffoque plus à me regarder comme quand j'étais adolescente. Les rides sont un prix raisonnable pour cette paix relative. Je ne me compare plus non plus aux autres femmes. Je les trouve belles chacune, belles comme des îlots de solitude, gitant ici et là, et courageuses aussi, à promener comme moi leur image dans le monde, au milieu de toutes les injonctions esthétiques. Il faut du culot pour sortir dans la rue quand on n'est pas parfaite. Parfaite comme l'exige à chaque instant la mode, le cinéma, les affiches, les arrêts de bus ou les canons de santé. Et pourtant, nous sommes là, nous travaillons, nous rions, nous aimons. Je sculpte beaucoup plus de femmes, comme tout le monde. Je ne sais pourquoi nous produisons si peu de représentations d'hommes nus. Certes, on montre aujourd'hui dans les publicités quelques corps masculins, mais gonflés, épilés, satinés comme des corps de femmes. Est-ce que nous trouvons la peau, les courbes féminines plus belles, plus photogéniques ? Est-ce parce que la plupart des créateurs ont été et sont encore des hommes, imposant leur œil et leur désir propre ? Une femme qui crée est-elle encore une femme ? Pourquoi le désir est-il si explicitement du côté du masculin, reléguant la femme du côté de la passivité objectale ? Ou bien nous attachons-nous à représenter le corps féminin parce qu'il est plus proche de la mort, avec son cycle de reproduction limité, la mort dans la vie, un corps féminin qui, comme les cerisiers, serait plus beau, car plus vite dégradé, plus vite infécond. C'est ça que vous vouliez dire à propos de Raphaël ? Oui, oui, c'était qu'elle s'en sort mieux. Oui, mais c'est un peu paraphrasé, mais de ce qui est là, elle s'en sort mieux. Effectivement, elle dit parce qu'elle crée elle-même, donc elle se sent moins. En fait, elle regarde toutes les femmes ou les hommes d'ailleurs qui passent dans la galerie, et donc elle est dans une posture plus confortable que de se sentir critiquée. Voilà. Je ne sais pas si à cet instant de l'entretien, à ce moment de l'entretien, certains d'entre vous avaient envie de poser une question à Tatiana. J'avais envie de vous demander quelque chose. Je n'ai pas encore eu votre livre. J'ai vraiment envie de le faire parce que c'est une m'intéresse beaucoup. Oui, bon, merci. Vous avez évoqué, je pense, enfin c'est d'après ce que j'ai cru comprendre, tout un cheptel, c'est pas joli. Hein. Oui, je fais exprès de dire ça. Une galerie de portraits de femmes, où il est question de la beauté, de la non-beauté, etc. Et je me posais la question avant même que le débat commence. Je me disais, la ronde des poupées, je regardais cette image. Au début, j'ai pensé que c'était un garçon. Et c'est un garçon ? Non, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Et je me suis dit, finalement, après vous avoir entendu, je me suis dit qu'il y avait certainement un parti pris de ne pas mettre une super poupée, enfin une fille avec une beauté assez classique de celle qu'on voit dans les journaux, etc. Il y a eu un choix. Alors la question est là, il y a eu un choix délibéré de choisir cette femme androgyne comme ça, avec des petits bras, cette petite tête de garçon, et puis cette ouverture-là. Voilà, c'est ma question. C'est très bien, je peux répondre que c'est pas moi qui ai choisi cette image. C'est l'éditrice, je suppose. Oui, mais c'est pas celle que je voulais, il y en avait une autre. Qu'est-ce que vous vouliez, vous ? Oui, alors, j'avais pas vu l'androgynie, et c'est vrai, en fait, bien sûr. Je pense que dans le choix de cette photo, enfin, c'est la graphiste qui travaille avec l'éditrice, oui. Il y avait peut-être l'idée, comme la guérite de Dame Pipi, même s'il n'y a pas de guérite dans les galeries, j'imagine, pour le verre. Par ailleurs, elles m'en ont montré d'autres, elles avaient fait un choix d'après des photographes qu'elles connaissent et auprès de qui on pouvait avoir les droits. Et moi, celle qui me plaisait le plus, c'était quelqu'un qui aurait représenté Émilienne, donc une femme entre 65 et 70 ans, qui avait les cheveux gris, comme Émilienne dit qu'elle a les cheveux gris, oui. et qui faisait une tête un peu rigolote, pas un clin d'œil, mais un truc un peu joyeux, enfin... fantaisie, enfantin d'ailleurs, enfin un peu. Et moi j'ai dit ça c'est super parce que il fallait bien choisir. Enfin, on aurait pu avoir une collection de
de portraits, mais si on en choisissait un, ça serait plus la narratrice fil rouge, Émilienne. Enfin, elle m'a aussi proposé des photos avec un bâton de rouge à lèvres et tout. Un peu cliché. Ouais. Et la femme un peu de 60 qui aurait représenté Mienne me plaisait. Et elles l'ont pas prise parce que, me disent-elles, c'est sans doute le cas, hein, elles sont allées faire comme quand vous faites l'enquête, vous montrez la photo à plein de gens, pas un sondage, mais un test de l'image auprès de lecteurs et de lectrices. Et tout le monde a cru, d'après ce que je comprends, que la photo était du genre ironique, qu'on se moquait de cette dame, parce qu'on n'a tellement pas l'habitude, si je comprends, enfin je le prends comme ça, de voir quelqu'un qui soit pas... Parce que vous dites, c'est pas spécialement une jolie... Le visage est quand même très régulier. Hein. Oui, c'est vrai. Et puis c'est une blanche, elle est jeune, enfin... voilà, c'est pas le gros cliché, mais c'est le petit, quoi. Voilà. Après, les couleurs, moi, je trouve, elle est très belle, cette photo. Sinon, les gens disent qu'il y a une forme de mélancolie à regarder un petit peu. Voilà. Oui. On a l'impression de regarder un peu par le trou de la serrure aussi. Oui, il y a peut-être de cette idée-là aussi dans leur... voilà, c'est ça. Merci de la réponse. Oui. Moi non plus, je n'ai pas encore lu le livre, mais je voulais savoir, a priori, vous décrivez un panel de personnages dans une galerie commerçante. Est-ce que pour écrire le livre, vous êtes mise en situation ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes allé dans une galerie, vous avez observé des gens, pris des notes pour pouvoir ensuite écrire votre livre ? Alors, moi, je suis déjà allée dans une galerie à titre privé, comme on doit parfois le faire quand on fait nos courses, et on observe naturellement. Mais non, je ne l'ai pas fait, comme je disais, un peu pour grâce, et ça tient à méthode de chacun. Il y a des gens comme ça. En fait, quand j'ai essayé ça, quand je fais cette question qui est super, de l'observation, vous prenez des notes, voire même beaucoup plus jeune, je notais parfois au café toutes les conversations des gens pour essayer de prendre un peu l'oreille de l'écriture du dialogue. Bon, alors, outre que quand on note direct ce qui est dit à l'écrit, ça marche pas du tout, toutes les répétitions qu'on fait. En plus, moi, avec un gros matériau de notes, de documentation comme ça, c'est très ennuyeux. Parce que, enfin, je dis pas que c'est passionnant, j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'intéresse plus. C'est très plat, très lourd. Un peu comme quand on était tous au lycée, l'équipe dissertation ou l'équipe commentaire de documents. Moi, de la dissertation, partir dans l'imagination, sachant qu'on a reçu tous des stimuli, des souvenirs, sauf pour des trucs très précis où il ne faut pas dire trop de bêtises. Imaginons, il y a un point médical ou quelque chose. Mais sinon, non, je suis partie de tout ce qui vient avec le temps, qui se dépose en nous. Et voilà. Pour les procédures, quand même, un petit peu, quand elle parle de ces détergents, j'ai fait des boulots alimentaires et j'ai tellement... Ça, j'aurais pas pu imaginer le nombre de procédures complètement... absurde. Et puis, vous les avez vus, on les a vus, les chariots, là, dans les toilettes comme ça, des galeries, où il y a combien il y a de produits, et on voit aussi qu'ils signent tous les quarts d'heure, on voit assez vite, en fait, et de là, c'est un peu plus marrant de l'écrire moi et de broder que de me documenter. Voilà. Donc, il y a peut-être des choses un peu exagérées. Par exemple, elle a des inspections surprises, et je ne sais pas si ça existe au centre commercial. Voilà. D'un autre côté, quand j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Des clous, qui se passait dans le monde de la grande entreprise, cabinet de conseil, tout ça. Comment dire, après les rencontres, j'ai imaginé un dispositif où en gros, on fait tout pour faire que les gens craquent et démissionnent, pour ne pas payer des frais de... À l'époque, il n'y avait pas de rupture conventionnelle, mais des frais de licenciement. Et je me disais, t'exagères un peu quand même, c'est un peu parano, quoi. Et paf, juste après, France Télécom. Les gens sont venus, le réel est pire. Donc finalement, se documenter, c'est bien aussi. L'imagination ne va pas assez loin. Voilà. Merci Tatiana. Est-ce que vous aviez une autre question, une petite dernière peut-être, non ? Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que, en conclusion, chère Tatiana, vous nous fassiez part de celle de toutes les poupées, finalement. Oui. Alors, Laurence me propose de lire la fin, mais vous l'aurez compris, c'est pas vraiment un polar, donc c'est pas grave, on découvre pas un truc, c'est une sorte de... Il y a 12 femmes plus Émilienne qui ont parlé à tour de rôle. Et ensuite, à la fin, il y a un petit peu les autres, toutes les autres, nous toutes. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand la galerie est fermée, l'esprit des autres femmes. Voilà. Oui, c'est important de préciser.
Nous sommes le cercle et le cycle. Nous sommes toutes les femmes et nous continuons à nous lever, à marcher, à travailler, à aimer, à danser, à prendre soin des enfants. Nous continuons malgré les viols et les coups, malgré les bannissements et les lapidations. Nous continuons malgré les publicités, malgré les injonctions à être toujours plus, toujours autre, belle, jeune, maigre, blanche. Nous continuons malgré les salaires ridicules et les temps partiels, la main mise sur nos vêtements, nos corps et nos esprits, la négation de nos désirs propres. Nous continuons la route de front. Nous faisons face à tous les miroirs. Miroir de la maison, du travail, de la salle de sport. Miroir des rues dehors. Miroir des cabines d'essayage et des loges de théâtre. Miroir oracle qu'on consulte avant un premier rendez-vous. Miroir brisé, miroir de sac, miroir dans des pochettes brodées, miroir déformant, miroir déformé. Nous faisons face aux images figées, aux clichés des mannequins qu'on nous jette en exemple à tous les coins du monde entier. Nous y opposons notre contrepoint réel et vivant. Nous attendons le moment où nous ne serons plus images mais visages. Visage, chose vue, vue vraiment et non fantasmée. Visage en rire ou en pleurs, furieux ou joyeux, mobile ou fermé, lisse ou plissé, soucieux ou lumineux. Visage qu'on voit s'éclairer quand on s'approche, se refermer quand on les quitte, battre comme un cœur en notre contre-champ. Visage de la personne aimée, désirée, crainte. Visage superposé, vertige du soi et du non-soi, tous ceux qu'on porte en nous, les parents, les amis, les vivants et les morts. Visage mystérieux et pourtant visage nu, impudique. Visage offert où tout peut se lire, tout humain qui ne devrait inspirer que compassion. On ne peut pas blesser quelqu'un qu'on a regardé dans les yeux. Nous sommes le cercle et le cycle. Mains jointes, nous traversons la nuit. L'envers du décor se remplit et nos souffles mêlés saturent les allées commerciales. Un jour, nous serons si nombreuses et si droites, murs d'infranchissable volonté, qu'il n'y aura plus aucun espace par où nous frapper. En attendant, nous continuons. L'aube déjà approche et une nouvelle journée se presse aux portes. Les femmes de jour reviendront bientôt. Cercle, cycle, nous continuons, nous recommençons. Merci beaucoup Tatiana Arfel. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Nous vous invitons à prolonger cet échange autour d'une table de dédicace avec Tatiana, cette conversation, cette traversée des apparences du miroir. Et donc, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine rencontre le 30 avril avec la romancière et essayiste niçoise aussi, Valérie Zainati, à l'Artistique. Merci encore à toutes et à tous. Merci Tatiana. Merci beaucoup. Merci, chère Laurence Lucchesi. Merci beaucoup, Tatiana Arfel. Je rappelle que Tatiana est également l'autrice d'un très beau texte, puisqu'elle a participé à l'exposition Palimpseste, qui est présentée dans la bibliothèque Nucera jusqu'au 31 juillet, depuis l'ouverture qui a eu lieu le 15 février. Et donc, je ne vous en dis pas plus, mais nous lui avons attribué une lettre et elle a joué le jeu. Elle nous a livré un très beau texte autour de la lettre S, si ma mémoire est bonne, comme saga, sorcière, et autres. Donc si vous voulez découvrir le texte, rendez-vous à la bibliothèque Nucera à partir de demain 10h. Nous vous accueillons avec plaisir. Merci, très bonne soirée, au revoir.